Le doyen Véricel me presse de démarrer. Donc, si vous voulez bien, on va essayer de le faire pour respecter les horaires des uns et des autres, notamment les horaires de train pour ceux qui doivent retourner ce soir chez eux. Donc, comme l'ont fait la plupart des intervenants, je commencerai par remercier ceux qui ont pris l'initiative d'organiser ce colloque. Il est tombé, du point de vue de l'opportunité, à un moment particulièrement bien choisi, puisque la discussion de la loi El Khomri débutait hier soir à l'Assemblée nationale, ou hier après-midi. Donc je voudrais remercier le doyen Marc Véricel d'avoir organisé avec l'ensemble de ses collaborateurs ce colloque, d'y avoir associé Laser, et puis remercier tous ceux qui sont intervenus, notamment le professeur Jean Pellissier et Antoine Jameau, qui conduira avec moi ces échanges. Alors, comme Antoine Jameau, je l'imagine, va être beaucoup plus pertinent que moi sur les problèmes juridiques, et que hier, j'ai récolté un 0 pointé en ayant l'air d'ignorer l'arrêt page jaune de 2006, je serai prudent sur les sujets juridiques et j'essaierai d'être plus sur des sujets économiques. Et puis ça évitera pour le moment de répétition avec ce qu'Antoine Jameau va donner en termes de conclusion. Il y a un point qui a été souligné par tout le monde, et je pourrais commencer par là. D'abord, le problème de la complexité du Code du travail. Beaucoup de gens sont exprimés sur ce sujet. Complexité qui créerait la défiance et donc qui constituerait un obstacle à l'embauche. Personne n'est convaincu, et moi non plus, que des systèmes de régulation du travail ou des systèmes de droit du travail ailleurs qu'en France soient beaucoup plus simples que le nôtre. Et au fond, la complexité du Code du travail, si on veut utiliser ce terme, ne fait que refléter la complexité de la société. Et à travers les initiatives prises par les uns et les autres, la très grande multiplication des formes de travail et d'organisation du travail. J'ajoute que si on laisse à la négociation d'entreprise plus de liberté pour fixer des normes de droit du travail, il est probable que se développera parallèlement quelque chose qui existe déjà, une jurisprudence. Et comme dans les pays de common law, il y aura une complexité qui sera celle de la jurisprudence, de la connaissance de la jurisprudence, qui ne simplifiera pas, je le crois, énormément les choses. Le deuxième argument invoqué pour la réforme proposée, c'est celui qui résulterait de la rigidité des marchés du travail, qui serait un obstacle à la création d'emplois et qui donc favoriserait, ou en tout cas ne permettrait pas de mettre un terme au chômage de masse. C'est un argument qui est repris depuis très très longtemps, de manière assez périodique, c'est un marronnier. J'ai évoqué hier ce qu'avait été le débat que j'ai vécu en tant qu'acteur des années 85-86, c'était l'autorisation administrative de licenciement. On sait ce qu'il en est advenu, donc je n'y reviendrai pas. Ce qui est plus intéressant, c'est que lorsqu'on se tourne vers ceux-là même qui préconisent d'avoir une plus grande flexibilité du marché du travail, je pense à l'OCDE, je pense à l'Union européenne, et qu'on essaye de voir si ces mêmes organismes qui le préconisent établissent, à travers leurs services économiques, une corrélation entre rigidité du marché du travail et niveau de l'emploi, on est amené à constater qu'eux-mêmes, c'est assez impressionnant, ne sont pas capables d'établir cette corrélation. La seule corrélation qu'on peut sans doute imaginer est celle sur un marché du travail plus flexible qu'il ne serait aujourd'hui, peut-être, je ne suis même pas certain, d'une plus grande création d'emplois en période de croissance économique retrouvée. Mais en revanche, on sait aussi qu'en période de dépression économique ou de conjoncture moins bonne, l'ajustement à la baisse de l'emploi serait plus rapide. Donc si sur moyenne période, on faisait le bilan de ce qui s'est passé, on aurait probablement un bilan qui serait certainement pas convaincant sur le plan de la création d'emplois. Alors d'où vient quand même, en dépit de ces résultats économiques et de cette absence de corrélation, d'où vient que ce thème soit en permanence repris à tous les niveaux. Je ne bouge pas, qu'est-ce qui se passe ? Simplement, il ne faut pas s'approcher. Il ne faut pas s'approcher trop, d'accord, donc je vais m'éloigner. D'où vient que ce thème soit en permanence repris de manière quasi obsessionnelle.
je crois que le seul élément qui justifie aux yeux de ceux qui prônent ces thèses ce sujet, c'est qu'à travers la flexibilisation des marchés du travail, revendiquée comme un des moyens de mettre un terme au chômage de masse, il y a en réalité un objectif qui n'est pas affiché parce qu'il n'est pas affichable, que le sujet central, c'est le problème du coût du travail. Et qu'au fond, la réalité de ce qui s'exprime, ce qui ne s'exprime pas, ce qui ne s'exprime pas, c'est une recherche de baisse du coût du travail à travers un ensemble de dispositions que nous connaissons tous et qui sont invoquées. Lazer a une position qui est une position assez nette sur les impasses auxquelles conduisent les règles de gouvernance européenne, notamment en matière de gouvernance uniquement par des chiffres, les déficits budgétaires, et l'invocation de la flexibilisation des marchés du travail est d'une certaine manière une manière de reconnaître l'échec des politiques conduites au niveau européen et du cadre conceptuel tel qu'il définit l'Europe sur le plan des politiques économiques. Avant de passer au sujet, lorsqu'on parle de marché du travail et de segmentation du marché du travail, je crois qu'il est relativement important de comprendre de quoi l'on parle. J'ai cité hier les chiffres des licenciements en France, 1 150 000 par an environ, et le fait que les licenciements économiques n'en représentent qu'un peu plus de 12 ou 13%. Je pense que lorsqu'on passe de segmentation du marché du travail, il n'est pas inutile de revenir sur ce que sont les chiffres. Si on regarde la structure de l'emploi en France en 2013, le nombre de salariés en CDI est de 86,5%, donc une majorité écrasante. Il y a 2,2% d'intérim, 9,5% de contrats à durée déterminée et 1,8% d'apprentissage. Si je ne me suis pas trompé, ça fait bien 100%. Lorsqu'on regarde quelle a été l'évolution du nombre de contrats à durée déterminée depuis 1982, on est passé, ça a doublé, on est passé de 4,5% à 8,5%, 9%, chiffre que je viens de rappeler. Donc c'est une réalité qui augmente, mais on est frappé par un écart considérable entre des chiffres de CDD dans l'ensemble de l'économie française, dans l'emploi salarié qui reste inférieur à 10%, et des chiffres d'embauche qui, eux, sont supérieurs à 80%. Alors d'où vient cette différence entre un taux relativement faible dans l'emploi total, moins de 10%, et un taux très élevé dans les embauches, plus de 80%. Ça vient du fait qui a été souligné par beaucoup de ceux qui sont intervenus. D'abord qu'on a créé de plus en plus de formules permettant de recourir au contrat déterminé, mais surtout que le taux de rotation sur le même emploi, sur la même tâche, de CDD successifs sur la même personne ou sur personnes différentes, s'est accéléré, notamment ces dernières années, de manière absolument exceptionnelle, incroyable. Lorsqu'on regarde, ce sera ma dernier chiffre que je citerai, lorsqu'on regarde la structure de l'économie française, on voit qu'il y a une énorme différence dans l'utilisation des CDD selon les secteurs d'activité économique. Dans l'industrie et le bâtiment, l'utilisation des CDD est de 3,7% dans l'industrie, pour un chiffre global qui est de 9,5%, et de 4,4% dans le bâtiment. Et en revanche, il y a une très forte prégnance de l'intérim, 6,5% dans un cas, près de 8% dans l'autre. Dans le tertiaire, c'est exactement l'inverse. Il y a 1,5% de recours à l'intérim et 18,3% de CDD. Donc on a bien, et on voit bien pourquoi on a cette très grande différenciation entre secteur industriel et bâtiment et secteur tertiaire. Je ne reprendrai pas, il a dit avec beaucoup plus de talent, je ne pourrais le dire, ce que disait hier après-midi Hugues Bertrand, en opposant Airbus et livreurs de pizza. Oui, dans les entreprises industrielles, on a besoin d'une forme de stabilité de l'emploi, de stabilité des compétences, de stabilité des ressources humaines. Et on ne peut pas, comme dans le tertiaire, où c'est parfois plus facile, où les métiers sont moins qualifiés, multiplier ces formules de contrats de travail spécifiques. Je
je parlais de problème de coût du travail. Je crois que c'est ça, au fond, ce qui n'est pas avoué dans l'ensemble des préconisations qui sont faites par les différents organismes, que ce soit l'Union européenne, l'OCDE, le FMI, ou parfois les banquiers centraux. On se souvient tous, probablement, de ce qu'avait dit en 2013, grand changement, Mario Draghi, nouveau gouverneur central de la Banque européenne. Il disait sur les déficits budgétaires, il est probablement raisonnable d'accepter des réductions des déficits budgétaires plus lentes que ce qu'on avait précédemment imaginé, mais en revanche, il faudra compenser ça par des réformes structurelles des marchés du travail beaucoup plus rapides. Et il s'adressait à beaucoup de pays, et notamment à la France. Ce problème de coût du travail, Jean-Christophe Sibéras l'a dit, il est une réalité. C'est une réalité. Ce qui est assez impressionnant, c'est que ça a été une question pratiquement absente des débats économiques et des débats publics en France pendant très longtemps. Et ça n'est qu'au moment de la crise, en 2008, que ce problème du coût du travail est devenu quasi obsessionnel dans l'ensemble des interventions qui sont faites par les uns ou par les autres. Et derrière le problème du coût du travail se pose en réalité un autre problème qui est celui de la compétitivité des économies, et notamment de l'économie française. Alors j'aimerais dire un mot sur ces problèmes de compétitivité en exprimant ce que sont sur ce sujet mes convictions. C'est un débat qui est un débat important, mais c'est un débat qui appelle probablement, et je reviendrai au sujet qui est celui de la réforme du Code du travail ensuite, qui apporte qui, je crois, mérite des réponses plus nuancées que celles qui sont parfois faites. D'abord, lorsqu'on parle de compétitivité, il faut, je crois, distinguer à l'intérieur des entreprises celles d'entre elles qui sont sur des métiers mondiaux ou qui sont sur des métiers régionaux. La notion de compétitivité, pour beaucoup de métiers, n'a aucun sens, puisque pour avoir recours à des services, on pense à la restauration, à la coiffure, à beaucoup de choses, notamment au secteur des services, pas tout le secteur des services, mais une large partie du secteur des services, la notion de compétitivité, dans le sens de la confrontation avec d'autres acteurs d'autres pays, n'a pas de sens. Elle peut avoir un sens, puisque si ces services sont trop élevés, ils peuvent induire une baisse de compétitivité de l'économie nationale, mais elle a relativement peu de sens. Ça n'est pas seulement dans le secteur des services qu'on a ce problème. Le président de Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa, que j'ai beaucoup côtoyé puisque j'étais au conseil d'administration de Saint-Gobain pendant 8 ans, faisait une distinction que je crois pour ma part pertinente entre les métiers mondiaux et les métiers régionaux. Les métiers régionaux, y compris dans l'industrie, sont ceux où l'on vend là où l'on produit et pas ailleurs. C'est le ciment. Si les Chinois veulent vendre du ciment en France, quelques exceptions très rarissimes, il faut qu'ils le fabriquent en France parce que ça ne se transporte pas. C'est le cas du verre, c'est le cas de beaucoup de métiers industriels qui sont des métiers régionaux. Il n'y a pas de compétitivité avec des systèmes différents en termes de coût de la production qui est réalisée. On le trouve aussi, ce problème de métiers mondiaux régionaux dans les services, métier que je connais assez bien, qu'est le transport aérien. C'est un métier mondial. On peut produire du transport aérien en France ou en Chine et desservir la France à partir de la Chine, donc avec des coûts qui sont des coûts différents. Je pense qu'il faut ajouter une autre chose sur les métiers mondiaux. Lorsqu'on parle de compétitivité, on a, je crois, à prendre en considération seulement les métiers mondiaux, à l'exclusion des métiers régionaux. Et sur les métiers mondiaux, on doit se concentrer sur ceux qui n'ont pas de compétitivité hors prix. Il y a des métiers qui ont des compétitivités hors prix, c'est-à-dire c'est l'innovation, c'est la recherche, c'est la qualité de ce qui est offert, c'est l'enrichissement des produits, qui permettent même avec coûts salariaux plus élevés de rester compétitifs. Il y a des exemples qu'on connaît tous, l'Allemagne, la Suisse, qui a une industrie extrêmement puissante, contrairement à son image d'un pays exclusivement financier, avec des coûts du travail qui sont... Je connais assez bien la Suisse parce que j'ai un compte en Suisse, parce que je vais souvent y faire du ski. Les coûts du travail en Suisse sont inimaginables pour un pays comme la France. Inimaginables. C'est, je pense, à parité de pouvoir d'achat, 50% de plus élevé qu'en France. Or, pourtant, ils ont une industrie extrêmement puissante, très exportatrice et extraordinairement compétitive au niveau mondial. Il me semble donc que lorsqu'on parle de la France, on a un paysage exactement inverse à celui que je viens de décrire en parlant de la Suisse ou, j'aurais pu parler de l'Allemagne. C'est l'un des pays dont, sur les métiers mondiaux, c'est-à-dire en compétition avec d'autres lieux de production que la France, un des pays dont la sensibilité au coût est la plus essentielle.
Et je pense qu'il faut quand même s'interroger une minute, parce que c'est en lien avec le débat qui nous rassemble, sur pour quel motif en sommes-nous là? Quelle est la responsabilité collective, dans laquelle je m'inclus, qui fait que la France, avec son histoire, avec la qualité de ses formations, notamment de ses formations supérieures, avec des techniciens remarquablement formés, est dans une situation où elle n'a pas su, comme d'autres pays, se positionner sur des biens, quels que soient ces biens, ça peut être des biens relativement sophistiqués ou moins sophistiqués, dans lesquels elle n'est pas sensible à une compétitivité prix, et à travers une compétitivité hors prix, elle peut, y compris avec des salaires plus élevés, continuer à tenir sa place, notamment en termes commerciaux. Et au fond, une des questions qui se pose et qui n'est pas abordée, je l'aborde, je laisserai les sujets juridiques à M. Jameau, c'est est-ce que cette recherche permanente de baisse des coûts, qui a sa légitimité dans certains domaines, et notamment de baisse du coût du travail, peut être un élément durable de la politique économique française? Ou bien est-ce qu'elle enferme la France dans une position qui sera de plus en plus une position secondaire, la fragilisant de plus en plus à travers un marché du travail qui serait fondé non pas sur des compétences en amélioration permanente, mais sur des compétences à travers des salaires en réduction qui seraient insuffisants. Je pense que c'est un sujet de fond. Les réponses ne peuvent pas être des réponses immédiates, elles sont forcément des réponses de moyen, long terme, mais je pense qu'enfermer la France dans le débat tel qu'il est posé maintenant depuis quelques années sur ce problème obsessionnel du coût du travail, en refusant d'examiner toute une série d'autres sujets sur l'innovation, sur la recherche, sur le développement, sur des sujets qui sont les sujets majeurs, enferme probablement la France dans une impasse sur le plan de son avenir, de son futur et de sa compétitivité. Alors, ayant dit ça, j'en reviens brièvement à notre sujet. Il y a une organisation traditionnelle de la création de la norme sociale en France. On a tous appris, moi le premier, lorsque j'étais étudiant en droit il y a bien longtemps, sur la loi, la convention collective de branche qui peut faire un peu mieux que la loi, et puis l'accord d'entreprise qui va faire mieux que la convention collective de branche ou reprendre la convention. Donc on avait une hiérarchie des normes avec des accords d'entreprise, des accords de branche et un système législatif, mais à chaque fois il fallait faire plus. Et donc en réalité le débat qui est posé, il faut le dire, c'est est-ce qu'on ne doit pas inverser cette hiérarchie des normes et avoir la possibilité de faire moins. Alors, comme l'a rappelé, je ne sais plus qui c'est monsieur, c'est les lois Auroux qui, pour la première fois en 1982, ont introduit la possibilité de faire moins dans des accords, faire moins que la loi dans des accords d'entreprise ou de branche. Et on sait que depuis, les exceptions à ce principe se sont multipliées de manière considérable. Il y a même quelque chose que j'avoue j'avais oublié, que j'ai redécouvert en lisant le rapport Combrexel. M. Combrexel rappelle que depuis la loi de 2004, je pense que c'est une loi Fillon, en réalité, l'inversion des normes est réalisée à des exceptions qui sont définies. Mais la règle, qui est d'ores et déjà la règle normative française, c'est que depuis la loi de 2004, sauf sujets qui sont identifiés comme ne devant pas réagir à l'organisation traditionnelle des normes, l'inversion des normes a été largement réalisée par la loi Fillon de 2004. J'espère que je ne dis pas de bêtises et que je n'aurai pas un zéro pointé comme hier. Donc, la loi El Khomri essaie de franchir une étape supplémentaire et d'aller encore au-delà. Et je trouve qu'on a eu juste avant un débat extrêmement intéressant qui a été ouvert par Jean-Christophe Sibéras sur, vu des autres pays, le débat français paraît un peu surprenant, puisque le débat qui traverse le monde du travail au niveau mondial, c'est contrat individuel, contrat collectif. Et ce débat français, loi, contrat collectif, contrat individuel, paraît un débat suranné ou un petit peu surprenant. Je pense que Jean-Christophe Sibéras a raison, mais je ne pense pas comme il l'a fait, mais je pense qu'il n'a pas exprimé la totalité de ce qu'il pensait. On voit bien que renvoyer à l'entreprise la possibilité, dans des domaines aussi essentiels que ceux de la rémunération,
que ceux des conditions de travail, que ceux du temps de travail, un ensemble de dispositifs qui pourraient être dérogatoires à la loi et à l'accord de branche, n'est possible, à mes yeux, que s'il y a dans les entreprises un rapport de force suffisant qui permette que ça ne devienne pas une espèce de fuite éperdue à des accords qui traduiraient, je l'ai dit précédemment, cet objectif de baisse du coût du travail de manière extrêmement rapide. Et au fond, lorsque Jean-Christophe Sibéras s'exprime, il parle pour l'entreprise qu'il connaît, Solvay. À Solvay, tout ça ne pose évidemment aucun problème, en tout cas je peux l'imaginer, comme ça ne pose probablement aucun problème dans beaucoup d'autres entreprises françaises, et comme ça n'en a posé aucun au niveau d'Air France, si on décidait que dorénavant, c'est au niveau d'Air France que doivent se négocier un ensemble de normes dans des domaines aussi essentiels que les salaires, les conditions de travail ou beaucoup d'autres choses. Il y a un exemple que je citerai parce que je le connais assez bien, c'est celui des pilotes. Les pilotes n'ont pas besoin de la loi, ils n'ont pas besoin de l'accord de branche, ils sont parfaitement à l'aise dans une négociation collective d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'ils représentent une profession rare, il n'y a pas de pilote à la NPE qu'on peut embaucher, qui est en pénurie au niveau mondial, il y a une pénurie de pilotes au niveau mondial, et donc dans une négociation d'entreprise, c'est eux qui conduisent le bal, c'est pas l'entreprise, c'est eux qui conduisent le bal. Mais on est bien obligé de dire que dans la plupart des entreprises, c'est la situation exactement inverse qui est la réalité de la situation économique et de la situation sociale de ces entreprises. Et donc, au fond, le débat qui a été ouvert par Jacques Fraissinet, qui a rappelé des choses fortes, j'en ai moi-même fait l'expérience lorsque j'étais directeur de cabinet de Michel Delbar, ministre du Travail, pendant un peu moins de 2 ans. Il y avait une directive européenne, donc de la Commission, un projet de directive, qui visait à établir des normes d'amplitude de travail maximale hebdomadaire qui auraient été une norme européenne. Et donc, comme je n'avais pas eu le temps de beaucoup travailler, sans doute, j'avais fait un mot à Delbar en disant, bon, c'était assez élevé, c'était 50 heures, je ne sais pas, c'était pas 40 heures. Pas de problème, je ne vois pas qui peut être contre ça. Tous les pays scandinaves ont été contre, mais farouchement contre, notamment le Danemark. Sur ce qu'il a rappelé, ce n'est pas à la loi de faire ça, ce n'est pas le boulot de la loi, c'est le boulot des syndicats d'imposer un rapport de force qui permette de fixer des normes sociales qui sont des normes sociales qui résultent de la négociation collective et du rapport de force dans lequel sont les syndicats. Ce monde qui a existé, qui existe sans doute encore, pas seulement pour les pilotes mais dans d'autres métiers, est un monde qui, à l'évidence, n'est plus majoritaire et probablement fortement minoritaire. Et donc, au fond, le problème que pose cette loi El Khomri, il y a eu des débats passionnants ce matin entre M. Clément et beaucoup des gens qui étaient à la table ronde. M. Clément mettant beaucoup de talent à réveiller l'auditoire et à être provocateur dans l'ensemble des interventions qu'il faisait, ce qui était extrêmement intéressant, parce que ça a permis d'avoir un débat de fond. Comment crée-t-on les conditions, dès lors qu'on veut aller vers l'accord d'entreprise, qui en soi n'est pas critiquable en tant que fixateur de normes sociales, pour que ces accords d'entreprise ne soient pas des accords qui soient des accords à la baisse par rapport à ce que prévoient aujourd'hui les branches et par rapport à ce que prévoit aujourd'hui la loi, lorsqu'on pourrait déroger à la loi, sauf s'il y a une norme supplétive qui est indiquée comme comme devant être totalement respectée. Et là-dessus, je n'ai pas de réponse. La réponse appartient aux forces sociales, elle appartient au mouvement syndical. Jacques Fraissinet a très clairement expliqué quelles étaient les conditions qui permettraient que ces négociations, qu'elles soient au niveau de la branche, qu'elles soient au niveau de l'entreprise, puissent se dérouler de manière à peu près équilibrée. Je ne vais pas paraphraser ce qu'il a dit, qui était, je crois, extrêmement intéressant. J'ai été très sensible aussi à ce qu'il a dit dans cette loi qui arrive maintenant, sur le fait que dans le rapport Combrexel, qu'on peut discuter, qu'on peut contester, et qui pose beaucoup de questions, il y a quand même comme préalable à l'accord d'entreprise la définition d'un ordre conventionnel. Et ce qui est très étonnant dans la démarche du gouvernement aujourd'hui, c'est que, alors même que le rapport Combrexel voyait bien qu'on ne pouvait pas, avant d'avoir défini cet ordre conventionnel, aller vers un accord d'entreprise beaucoup plus largement utilisé, là on y va, alors même que cet ordre conventionnel n'est pas défini, il reste un concept, tel qu'un concept à enrichir, à éclairer et à mettre en œuvre. Bref, en conclusion, je voudrais faire quelques remarques
qui seront issus des réflexions de Laser, ce qui ne vous étonnera pas, parce que si vous invitez Laser, vous attendez à entendre du Laser. Jean-Christophe Sibéras a parlé du coût du travail, j'en ai aussi moi-même beaucoup parlé. Et de côté que j'ai moi aussi approuvé du pacte de compétitivité, bon, il a pris diverses formes, CICE, peu importe, on sait tous de quoi il s'agit. Il y a un autre élément des politiques sociales financées par l'État et qui pèsent lourdement sur le budget de l'État, qui sont les allègements de charges sociales, démarrés par Balladur, puis continués par Martineau, par tout le monde, et encore par Hollande récemment. Je pense qu'il faut s'interroger sur ce dispositif. Au fond, lorsqu'on regarde la structure de l'emploi en France, on voit bien que l'emploi qualifié a augmenté et que pour maintenir et pour corriger d'une certaine manière les défaillances du système éducatif, c'est-à-dire des gens qui sont sans formation, on est obligé, pour que ces jeunes qui sortent sans formation du système éducatif puissent trouver un emploi, de baisser le coût du travail en procédant à des allègements de charges sociales considérables qui coûtent à peu près 20 milliards d'euros par an. Si on ajoute ça au pacte de compétitivité, on a un ensemble de 50 à 60 milliards d'euros consacrés par l'État à des allègements de charges sociales ou à des éléments de coût du travail permettant de continuer à embaucher des jeunes non qualifiés sortant de nos systèmes de formation. Ce qui est un sujet, je crois, majeur, et je pense qu'il est le sujet majeur de la société française, de l'économie française, du système de relations sociales français. Et une des propositions qui a été faite par Laser, elle est double, sur ces 50 à 60 milliards. La première, c'est que la manière dont ces 40 milliards choisis par les partenaires sociaux ont été utilisés, je parle du pacte de compétitivité, a été à mes yeux absurde, consistant à mettre une barrière à 2 SMIC et demi. Gallois disait 3 SMIC et demi, c'était déjà mieux. En ne se posant pas la question de quelle compétitivité faut-il protéger. J'ai parlé, celle des métiers mondiaux, les métiers régionaux. Améliorer la compétitivité des hôtels-restaurants, c'est intéressant, mais ça n'a pas de sens économique. Et donc, je pense qu'il serait urgent de redéfinir l'utilisation de ces 30 ou 40 milliards de pacte de compétitivité en disant ce qui serait le bon sens même et sur lequel tout le monde converge, sauf qu'on sent bien qu'au point du patronat, entre le tertiaire et l'industrie, il y a des débats qui ont malheureusement été tranchés en faveur du tertiaire et pas en faveur de l'industrie. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire, dorénavant, ces 40 milliards sont affectés en totalité à l'effacement, une contribution des entreprises qui est absurde, parce qu'elle n'a pas de sens, qui est le financement de la politique familiale. On aurait au moins un système qui s'adresserait de manière équivalente à toutes les entreprises et qui définirait une baisse du coût du travail équivalente pour toutes les entreprises, sans avoir ces effets de distorsion, où moins on est dans le secteur compétitif, plus on profite des allègements à travers le seuil qui a été fixé à 2 SMIC et demi. Et puis, de manière plus importante, l'État consacre des dizaines de milliards d'euros à des allègements de charges sociales pour permettre à des jeunes non qualifiés de continuer à trouver un travail. C'est un effort collectif considérable, un des plus importants du monde, avec des résultats d'une médiocrité impressionnante. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire très simplement que des entreprises qui recrutent des jeunes avec des systèmes d'allègement de charges sociales, sont en général des jeunes non qualifiés, ne peuvent plus bénéficier de ces allègements de charges sociales si elles recrutent sur des CDD. Voilà, c'est simple. Si elles recrutent sur des CDD ces jeunes, eh bien, l'allègement de charges sociales qui leur est aujourd'hui donné, sans prendre en considération ce qu'est la nature du contrat qui lui est offert, disparaîtrait. Et évidemment, comme la mesure ne peut pas s'appliquer de manière aussi rapide que ça, il faudrait prévoir probablement une transition avec, pendant X années, 2, 3, 4 ans, j'en sais rien, les branches qui passeraient un accord de diminution progressive mais rapide du recours au CDD pourraient continuer à bénéficier, dès lors que cet accord serait vérifié, de ces allègements de charges sociales. Voilà une manière simple de pallier les insuffisances de contrôle de l'inspection du travail qui ont été à l'évidence soulignées. Oui, la collectivité fait un effort. Oui, il y a une précarité qui est double pour ces jeunes, la non-qualification et ensuite ces successions de contrats un peu épuisantes dont ils sont les victimes. Eh bien, l'État, qui fait un effort considérable, décide que dorénavant, les embauches ne pourront plus bénéficier de ces allègements de charges sociales pour ces jeunes non qualifiés que si ces embauches sont faites en CDI.
Et le troisième élément, mais il faudrait organiser un autre colloque, peut-être l'université Jean Monnet le fera-t-elle, c'est évidemment le système de formation. Au fond, le drame que nous vivons, le drame collectif que nous vivons sur le chômage de masse, c'est quelques 3 millions d'illettrés qui sont dans notre société, c'est 150 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire en sachant mal maîtriser les apprentissages de base, qui sont la lecture et la compréhension du sens d'un texte. Comment peut-on imaginer, quels que soient les efforts qu'on fasse, que ces jeunes puissent s'insérer facilement, durablement, normalement, dans une société où les exigences de qualification et la complexité est sans cesse plus importante. Donc je pense que le grand sujet français n'est pas la flexibilisation du marché du travail. Le grand sujet français, c'est la réforme profonde de son système éducatif, différée depuis la réforme Fouchet de 62, depuis 50 ans, auquel personne n'a osé s'attaquer, ni la gauche ni la droite, et qui mérite évidemment qu'on s'y attaque de manière résolue. Ça ouvrira un débat extrêmement important, mais je voudrais pour conclure dire que dès lors qu'on pense que la France a un rôle à jouer dans, et pas seulement à Airbus, mais dans 10, 50, 100 Airbus qui pourraient être créés à l'avenir, elle ne peut se donner comme objectif, qui n'est pas un objectif de politique sociale, mais un objectif de politique économique, que celui de faire régresser la précarité et d'élever le niveau des compétences et des formations des salariés français. Et donc ça pose évidemment le problème des formations initiales et des formations continues. Je me suis un peu éloigné de notre débat en y mettant quelques éléments de nature économique. Mais tous ces débats sur la loi El Khomri, on est bien obligé de le resituer dans ce qu'est le projet français, l'ambition française pour sa jeunesse et pour elle-même en termes d'avenir économique et de choix de spécialisation dans la mondialisation à laquelle nous sommes tous confrontés. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je regarde, ça va à peu près. Merci infiniment de votre attention. Sans transition, je te laisse la parole, Antoine. Merci. Nous avons appris beaucoup de choses jusqu'à cet instant. Il me semble, et j'ai le sentiment non forcé de traduire l'impression générale, que nous avons participé à un utile et fécond colloque de haut niveau par la nature des débats, par la tenue des débats. Il y a eu quelques confrontations, c'est normal. Je pensais même qu'il y en aurait beaucoup plus. Mais les propos ont été tous d'un très grand sérieux, un souci d'argumentation malgré en général le temps contraint. Donc je suis très heureux parce que quand on voit son enfant grandir, le CERCRID a été créé en 1985. Nous avons fait le premier colloque en 1985. Jean Pélissier était déjà là. Philippe Clément, qui était chercheur contractuel au CERCRID à l'époque, était déjà là. Et 30 ans et quelques plus tard, le CERCRID est toujours vivant. Il a mûri, ses traits sont un peu burinés, il ne ressemble plus au jeune gaucho qu'il était jeune. Il est pas plus sérieux parce que nous étions terriblement sérieux, trop peut-être, mais il s'attaque à des sujets beaucoup plus variés et je trouve ça très intéressant. Donc, grande satisfaction à l'issue de ce colloque et remerciements et félicitations à Marc pour avoir pris l'initiative de l'organiser. C'était une très bonne idée. J'avais eu quelques doutes, effectivement, sur la pertinence d'un tel sujet à la date qui avait été fixée donc en décembre ou en novembre pour le mois de mai. Visiblement, nous avons mis dans le mille et c'était très bien. Alors, il ne m'appartient pas de faire un rapport de synthèse. L'aurais-je préparé que je n'aurais pas le temps de le présenter. Je voudrais livrer quelques conclusions, quelques enseignements qu'il me semble possible de tirer de tout ce que nous avons entendu depuis hier en début d'après-midi. Et je partirai donc, je vais tirer ces enseignements sans dire un tel a dit ça, un tel a dit ça, tout le monde a parfaitement en tête ce que tel ou tel a pu dire. Je vais partir de la question qui était posée, puisque l'intitulé était en forme de question. Réformer le Code du travail, pourquoi faire ?
Le Stéphanois d'origine que je suis se souvient qu'autrefois, je parle sous le contrôle évidemment des Stéphanois de souche qui le sont restés, à Saint-Étienne, pour dire pourquoi, on disait « pourquoi faire ?» C'est pourquoi faire. C'est pourquoi. Alors, pourquoi. Donc, j'utiliserai cette signification, cette lecture de la question, pourquoi faire, pour évoquer un peu le registre des pourquoi cette réforme. Et puis, pourquoi faire, c'est pour faire quoi? C'est-à-dire la teneur de la réforme qui a fait l'objet également, qui a même fait l'objet de l'essentiel des propos, même si en permanence on est revenu sur les raisons d'agir qui ont été celles du gouvernement qui a présenté ce projet. Alors, s'agissant des raisons pour lesquelles on a fait cette réforme, c'est parti très fort, hein, l'introduction déjà a vigoureusement posé le problème sur ce terrain. Il me semble que nous retirons des enseignements robustes de cette réunion, de cette rencontre. Entreprendre ce type de réforme dans un objectif de rendre plus souples les conditions juridiques de recrutement et d'usage de la force de travail, je préfère parler comme ça dans mon vieux jargon, aux fins de favoriser une compétitivité des entreprises, une productivité des entreprises qui permettrait de régler en partie progressivement la délicate, la douloureuse question de l'emploi, c'est sans doute insensé. Sans doute insensé quand on considère l'ensemble des entreprises et quand on ne s'attache pas, quand on ne s'accroche pas, quand on ne s'arrime pas aux raisons d'agir ou de ne pas agir, c'est-à-dire concrètement de ne pas embaucher, de ne pas créer d'emplois d'un certain nombre d'employeurs, mais dont la totalité pèse sans doute assez peu sur le plan de l'économie nationale. Alors, il y a cette question qui, me semble-t-il, est réglée assez nettement. Enfin, moi, je pars avec un sentiment beaucoup plus ferme que je ne l'avais en arrivant. J'avais des doutes en arrivant. Mon sentiment est désormais que, non, décidément, la démarche qui est engagée par cette loi aux fins de régler la question du chômage, la question de l'emploi, est une démarche erronée. C'est une démarche erronée. Il s'agit sans doute, Jean-Cyril Spinetta l'a redit à l'instant, de réduire le coût du travail. Alors, réduire le coût du travail, réduire le coût du travail au profit de qui? On est quand même, on ne l'a pas trop abordé, on est quand même sur un terrain qui met en jeu la répartition des richesses. Alors, on parle toujours du coût du travail, on ne parle pas du coût du capital, sans parler de la question relativement mineure, scandaleuse évidemment, des rémunérations de certains dirigeants de grandes entreprises. Mais il faut rappeler qu'on est sur un terrain de conflit d'intérêts qui structure, qui anime, même si c'est déplaisant, même si c'est désagréable, même si c'est triste, notre société. Donc je pense qu'il faut avoir en vue l'hypothèse qu'on est en présence d'une réforme, d'un agir politique qui a quelque chose à voir avec les rapports conflictuels entre, on dira pour euphémiser, les couches sociales, les catégories sociales dans ce pays. On a voulu aussi, à travers cette réforme, on a voulu aussi assurément apporter une réponse à la question récurrente ou à la plainte récurrente de la complexité du droit, de la difficile lisibilité des dispositions et, au-delà de ça, de l'incertitude qui caractérise l'état des règles de droit à un instant donné, phénomène que les juristes connaissent bien. Alors, il est clair qu'il y a des difficultés, il est clair qu'il y a des textes assez mal rédigés, mais surtout, il ne faut pas se méprendre. Une disposition du discours législatif est sujette, sauf exception, à interprétation. On ne peut jamais être sûr de ce que sera la signification attribuée par un juge à une disposition qui d'emblée paraît claire, notamment paraît claire à ceux qui ont fait ce texte, aux législateurs, et surtout surgissent des questions qui n'ont pas été réglées expressément par les dispositions. On en connaît pas mal dans le domaine du droit de licenciement qui pourtant est assez dense et qui conduiront les juridictions et un jour sans doute la Cour de cassation à produire la règle qui sera rattachée à cette disposition. Alors la question qui surgit là, qui n'a pas été abordée, c'est celle d'une certaine forme
de connaissance, d'accès à la connaissance des règles qui sont les règles positives, qui ne sont pas celles signifiées nécessairement de prime abord par les textes, mais celles consacrées par les tribunaux et pratiquées par les tribunaux, et de la question donc aussi de la motivation des arrêts des juridictions supérieures. Mais en tout cas, la question de la parfaite intelligibilité, la parfaite clarté, la parfaite sûreté des significations des énoncés du discours législatif donne lieu à un véritable mythe dont il conviendrait de se déprendre. C'est peut-être ailleurs qu'il faudrait trouver les solutions. Alors, il y a, je crois, quelques raisons d'existence de ce projet de loi qui sont apparues à travers les interventions, à travers les débats. Finalement, une raison très probable, il me semble que ce qui vient d'être dit va dans ce sens, une des raisons très probables de l'empressement tardif du gouvernement à présenter ce projet de loi et de son obstination à s'y tenir, c'est la pression exercée par l'Union européenne, plutôt par la gouvernance économique européenne, dont nous avons découvert certaines arcanes hier. Et mon impression, c'est ce que j'ai presque entendu là, dans votre propos tout à l'heure, c'est qu'il y a une sorte d'échange. Je fais une réforme du marché du travail, puisque c'est l'euphémisme consacré. On refait des réformes ou des modernisations du marché du travail. Je fais une modernisation, une réforme du marché du travail, et en contrepartie, vous me laissez un peu en paix sur la réduction des déficits. J'ai le sentiment, c'est une hypothèse, hein, c'est un peu plus qu'une probabilité. Oui. C'est plus en tout cas qu'une conjecture. C'est une hypothèse. Une hypothèse quant à la raison d'existence de ce projet. Et dès lors, le coût étant parti, le gouvernement peut difficilement le retenir, alors même qu'il s'est fourvoyé de manière grossière. J'étais très heureux d'entendre, parce que je m'étonnais qu'on ne l'entendît pas davantage, le procès fait à ce projet de loi d'avoir été adopté dans des conditions illégales, non conformes à l'article L1, malgré l'extraordinaire bienveillance du Conseil d'État, section sociale du Conseil d'État, dans l'avis qu'il a donné sur ce projet de loi. Et alors, je trouve évidemment que c'est cocasse de la part d'un exécutif dont le chef avait, dans ses propositions, ça a été rappelé hier, proposé la constitutionnalisation de la procédure dite brevitatis causa, la procédure Larcher, donc de même pas de s'en affranchir s'agissant d'un projet aussi important. J'ai cru comprendre que le sentiment de pas mal d'intervenants était que si on s'était pris autrement, on n'en serait peut-être pas là. Et là où on en est, c'est, sans dramatiser, me semble-t-il, à l'excès, une perspective d'affaiblissement terrible du mouvement syndical, compte tenu des divisions et de la dureté des divisions provoquées par cette affaire. Donc il y a une responsabilité, me semble-t-il, de l'exécutif qui va bien au-delà des insuffisances ou de certains effets pervers de son texte sur l'état du mouvement syndical. Et on a tous compris que l'état du mouvement syndical, c'est extrêmement important, non seulement pour le fonctionnement de ce texte, mais pour l'avenir même du système social français et les conditions de vie des gens dans ce pays. Donc il y a, j'allais dire, pas un mauvais coup. Le gouvernement s'est précipité, il a cru pouvoir passer rapidement sans qu'il y ait trop de difficultés. Il risque d'en subir des conséquences sur le plan juridique. Il ne serait pas exclu, là c'est une opinion doctrinale juridique, que le Conseil constitutionnel, saisi par des députés d'opposition particulièrement malveillants et heureux évidemment, comme on dit horriblement, de tacler le gouvernement et une majorité qu'il aurait trouvée pour adopter le projet de loi, ce Conseil constitutionnel estime que les conditions d'adoption de cette loi ont méconnu la norme constitutionnelle qui est aujourd'hui imputée par le dit Conseil constitutionnel à l'alinéa 6, je crois, ou 8 plutôt, 8 du préambule de 1946. Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination des conditions. Le Conseil constitutionnel, depuis 30 ans, a construit une interprétation extraordinairement enrichie de cette disposition. Et je pense que les conditions d'adoption, si cette adoption advient de ce texte, l'exposent à une censure du Conseil constitutionnel.
Alors évidemment, dans ces conditions, il y aura toujours la possibilité de dire « nous ne sommes pas déballonnés », pardonnez-moi le propos trivial, « nous ne sommes pas dégonflés, nous n'avons pas retiré le projet, nous sommes allés jusqu'au bout ». Et puis le Conseil constitutionnel, vous savez, le gouvernement des juges, bref. Donc évidemment, ce n'est pas assuré, hein, ce n'est que... Bon, je vois assez bien une argumentation qui irait sur ce terrain, évidemment, ce serait assez fâcheux, même pour la crédibilité, évidemment, des politiques, et ce serait bon, sans doute, pour personne. J'ajoute que parmi les raisons de la présentation de ce projet de loi, il y a sans doute une stratégie de l'exécutif, une stratégie de recomposition politique. Je ne suis pas un analyste du politique, je ne m'aventure pas plus avant dans le détail de cette interprétation, mais on voit bien, les classes populaires, c'est fini, c'est râpé, c'est pour le Front National, où la déception va les faire repasser du côté de la droite parlementaire. Bon, il s'agit de recomposer une sorte de centre gauche, un centre, voilà. C'est des stratégies de survie politique, et je crains que ça ait à voir avec cette adoption. Alors, s'agissant de la teneur de ce texte, du contenu, on a dit que l'amélioration de la lecture des textes, de l'écriture des textes, donc de la lecture, des conditions de lecture, c'était pas complètement convaincant. C'est le moins qu'on puisse dire. On a le sentiment d'une politique de gribouille dans l'écriture de certaines dispositions. Mais surtout, la politique de gribouille, elle se trouve dans un autre épisode déjà passé. Ça a été l'épisode des principes. Le gouvernement choisit de confier à une commission, ça coûte un peu d'argent quand même, la rédaction de principes baptisés parce que la logomachie a fait un tel ravage dans l'usage du terme principe qu'on parle de principe à tout bout de champ, dans tous les sens ou sans plus de sens. Et donc on a précisé les principes essentiels. Donc rédiger une liste de principes essentiels qui figureraient dans le Code du travail, en ouverture, etc. Et puis le travail est fait. Alors sur ces principes, j'avoue avoir lu des choses assez étonnantes, pour ne pas dire ahurissantes, même peut-être pire. Bon, d'accord, il y a un problème de compréhension, même les juristes visiblement ont des problèmes avec ça, passons. Mais à peine le travail est-il achevé, qu'on retire. Alors qu'il me semble qu'en la circonstance, avoir peut-être pas les 61 principes de la commission Badinter, mais il y avait une trentaine de principes qui auraient été simplement des principes sans autorité plus que législative, mais qui auraient posé un rapport avec les dispositions de seconde ligne beaucoup plus claires que celles que les rapports qui résulteront du texte si sa rédaction actuelle, notamment en matière de temps de travail, est conservée. Donc, politique de gribouille, on fait faire des principes essentiels, après on dit « Oh, mais non, finalement, il y a des protestations, il y a des haussements d'épaules, il y a un peu d'ironie qui se manifeste, et on retire cette proposition. » Alors, sur les dispositions plus techniques, j'ai été frappé par le faible assentiment, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'ont reçu dans cet amphithéâtre les dispositions qui, un temps, avaient été envisagées sur les barèmes. Il y a une voix qui s'est élevée, me semble-t-il, hier pour dire oui, les barèmes, c'était peut-être pas mal, bon, ça présentait certains intérêts, et c'est toujours, évidemment, très utile d'entendre un point de vue assez contraire à celui que l'on a a priori, et dire, ah ben oui, tiens, j'avais pas pensé à cet aspect des choses. Donc, mais cela dit, les barèmes n'ont pas reçu de supporters qui auraient permis de conjecturer leur rétablissement comme dans l'état primitif du texte. Et la règle de définition de la cause justificative du licenciement pour motif économique n'a pas suscité non plus l'enthousiasme. Personne n'a levé la voix pour défendre, c'est-à-dire j'ai pensé qu'il y avait une sorte de condamnation implicite et générale, défendre la disposition qui limite le périmètre d'appréciation des difficultés économiques en cas de licenciement prononcé dans un groupe. Sur le temps de travail, ça a été un peu plus chaud. Ce matin, c'était naturel. Il était bon que l'on rappelât l'existence déjà dans le Code du travail. Nous avons fait ça depuis le premier colloque que j'ai organisé à Lyon en 86-87. Flexibilité, de quoi parle-t-on? Déjà, on s'était amusé, c'était un travail très sérieux, à relever toutes les possibilités d'assouplissement, de souplesse qui étaient offertes déjà par le Code du travail. Alors aujourd'hui, il en est bien davantage. Et il n'était pas inutile de rappeler qu'il y avait déjà pas mal de possibilités en matière de temps de travail d'introduire de la souplesse. Même si, évidemment, on peut toujours imaginer faire, sinon mieux, tout au moins plus.
Et puis, il y a eu surtout cette discussion qui s'est levée ce matin, qui évidemment a été centrale cet après-midi, sur la place de la négociation collective. Bon, je ne vais pas évidemment y revenir. Tout le monde a très bien compris, a très bien retenu les éléments. On a appris des choses tout à fait intéressantes. Notamment ceux qui sont un peu rangés du droit du travail ont appris des choses remarquablement intéressantes sur certains aspects de la négociation d'entreprise, la négociation de branche, avantages, inconvénients, etc. On aura tous retenu en tout cas qu'on ne peut pas, j'allais dire, bêler à la négociation collective. Autrefois, l'Europe, non, c'est la négociation collective, négociation, si on ne tient pas compte des circonstances concrètes, environnementales, sociales, bref, de la négociation. Qui négocie avec quels moyens? Et j'ai retenu cette idée qui a été suggérée par plusieurs intervenants cet après-midi d'un équipement. Le terme n'a peut-être pas été employé, mais c'est le sens. Un équipement de la négociation collective. On pensait que déjà un droit de la négociation collective avait été inventé en 1982. C'était un souhait ancien de Gérard Lioncan, avec les obligations de négocier, un certain nombre de règles sur la procédure de négociation. Mais il apparaît qu'il serait utile d'aller plus loin, en tout cas si la négociation d'entreprise et même la négociation de branche doivent avoir un rôle et un poids plus importants. Il me semble vraiment, mais là, je veux dire, ça ne surprendra personne, que le point crucial, le point de discussion essentiel, l'objet de critique essentiel dans ce projet de loi, c'est tout ce qui concerne la négociation, le niveau de négociation, la primauté qui est donnée à la négociation d'entreprise. Il y a négociation d'entreprise et négociation d'entreprise. Alors, il me semble que il n'est peut-être pas inutile, pour en terminer, de rappeler qu'une bonne manière d'aborder les questions d'éventuelles réformes du droit du travail, et notamment au premier lieu du Code du travail, qui est la base textuelle dans notre système législatif du droit du travail, c'est de se rappeler à quoi ça sert le droit du travail. Alors, je ne vais pas remettre en cause un point de vue très ancien auquel je reste attaché depuis 40 ans, plus de 40 ans. Je pense que le droit du travail ne peut être défini comme le droit qui reconnaît des droits aux travailleurs, le droit de protection des travailleurs. Je pense que le droit du travail est radicalement dans un système comme le nôtre. Un droit correspondant au modèle de droit français du travail est un droit fondamentalement ambivalent. Il sert à l'organisation, au fondement des rapports et même à la légitimité, à la possibilité de rapports de production entre capital et travail. Pas de rapport de ce type, là évidemment, c'est un point de vue qui s'inscrit dans les visions générales de l'économie institutionnaliste. Il n'y a pas de marché naturellement, il n'y a pas de marché, notamment pas de marché du travail, sans des règles et des conventions. Et parmi ces règles et ces conventions, il y a les règles et les conventions juridiques, et notamment celle du droit du travail lui-même. Et le droit du travail sert l'ordre établi d'une société d'économie capitaliste, en tempérant la dureté de ce système, en tempérant le pouvoir qui s'exerce sur la partie la plus faible, en organisant des procédures de confrontation des intérêts, de négociation entre les intérêts. Donc, rappelez que le droit du travail, ce n'est pas simplement quelque chose qui sert les intérêts des parties faibles au rapport de travail, c'est quelque chose qui sert aussi l'ordre établi, donc les dominants, donc ceux qui détiennent le pouvoir, notamment le pouvoir économique dans la société. Mais évidemment, c'est un droit qui, et c'est une condition de son effet sur le premier registre, apporte évidemment des protections, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on voit très bien de quoi il s'agit, protection de la santé, la sécurité, etc. Mais également, c'est un droit qui, par sa forme même, et notamment sa forme code, sa forme législative et sa forme code, tente à assurer, ça a été dit cet après-midi, une égalité des travailleurs salariés, une égalité des employeurs sur le terrain de la concurrence. Ça limite la concurrence entre travailleurs salariés, ça limite la tendance que pourrait avoir, la tentation que pourraient avoir certains employeurs de jouer sur les coûts du travail, sur les standards du travail pour essayer d'améliorer leur position concurrentielle. Donc, il y a un certain nombre de bienfaits du droit du travail que nous avons, disons, le droit du travail que nous avions au dernier tournant du siècle, ou plutôt au tournant du dernier siècle, après les réformes Auroux. Je me rends compte, en regardant les choses dans le rétroviseur, que j'aurais été bien inspiré à l'époque de dire aux étudiants, vous savez, nous avons un droit du travail social-démocrate.
On ne disait pas ça, ça ne venait même pas à l'esprit. Maintenant, on voit dire oui, c'était un droit du travail social-démocrate. Et c'était bien un droit du travail social-démocrate. Et je pense qu'il est peut-être important de se souvenir, de rappeler, pas de se souvenir, parce que ce n'est pas passé encore, grâce au ciel, se rappeler que c'est quand même un système qui contribue, avec le droit de la protection sociale, le droit social généralement, à l'accès concret, quotidien, d'un grand nombre de personnes à la citoyenneté. Et qu'on imagine mal aujourd'hui une démocratie même de type libéral, sans un droit social qui soit aussi sophistiqué que le nôtre, un peu moins, mais enfin du type de celui que nous connaissons, même si c'est pour des raisons très historiques dans le cadre français. Alors c'est à partir de là, je pense, qu'on peut discuter des réformes possibles. Je crois que la prétention qui est affichée par le gouvernement de refonder le droit du travail est quelque chose d'un peu ridicule. Refonder d'abord, quand a-t-il été fondé ? Qui l'a fondé ? Il n'a pas été fondé, il s'est produit progressivement. Bon, il s'agit de fonder un nouveau droit du travail. Mais alors, si on veut fonder un nouveau droit du travail, je pense qu'il y aura des questions autres que celles qui sont actuellement réglées par le droit du travail, qu'il conviendra d'aborder et qui ont été évoquées dans ce colloque. Notamment toute la question du changement technologique qui est abordé à la marge aujourd'hui depuis 1982, avec des droits concernant les interventions des représentants du personnel. Mais là, la révolution informatique a été évoquée hier. On a tous eu le sentiment qu'on était en présence d'un événement qui risquait de se répéter régulièrement sous des formes aujourd'hui impensées, impensables, inconnues dans l'avenir. Donc on a là un type de problème pour les rapports sociaux qu'il faudrait tenter d'envisager en amont avec la production de règles adéquates. Et puis il y a une question qui est peut-être plus urgente, plus visible, qu'il faudrait aborder si on veut vraiment faire un droit du travail. C'est prendre en charge, c'est la question du travail non salarié. Je ne veux pas parler du travail des fonctionnaires, je veux parler du travail des indépendants, des travailleurs autonomes, des auto-entrepreneurs, car évidemment, il y a un régime fiscal et social de l'auto-entrepreneuriat, mais il n'y a pas de régime du travail de l'auto-entrepreneur. Et aujourd'hui, on voit, ça a été évoqué encore tout à l'heure, me semble-t-il, on voit l'appel d'air qui est occasionné, qui est provoqué pour pomper les forces du salariat par l'existence de ce champ exploité par des innovateurs organisationnels et sociaux tout à fait géniaux pour attirer donc sur ce terrain du travail hors salariat, hors protection sociale standard, des gens qui, évidemment, seront là parce qu'ils sont indépendants. Alors, ça ne supprimera pas la question de l'identification qui relève de ceux qui relèvent du droit du travail. Pour l'instant, on a le critère de la subordination. J'ai entendu que c'était dépassé. Je souhaite savoir quel est l'autre critère qu'on trouverait pour dire lui, il en est, lui, il n'en est pas. C'est quand même un léger problème, un problème lourd même du point de vue de l'organisation juridique qu'il faudrait affronter là. Alors, sur le travail autonome, il y a eu un rapport, me semble-t-il, un rapport Sibéras-Anton Mattei il y a quelques années, qui doit être dans un tiroir du ministère, sans doute. Voilà. Il y a eu l'exemple formidable des Espagnols. Enfin, formidable, remarquable des Espagnols, les résultats sont un peu mitigés, mais je pense que cette question, il faudra que nous l'affrontions. C'est aussi une question de justice. Il me semble difficile de dénier les conditions d'une vie digne, avec un revenu suffisant, du repos, une certaine protection de la santé et de la sécurité, à toutes les personnes qui gagnent leur vie par leur travail personnel. Par leur travail personnel, pas en utilisant le travail d'autrui, mais par leur travail personnel, même si ce sont des professionnels libéraux, même si ce sont des professionnels autonomes, ne relevant pour l'instant d'aucun régime particulier. Voilà quelques éléments ramassés à l'écoute, glanés, à glaner, c'est une bonne glane, à l'écoute de ces 3 demi-journées de colloque qui ont été, je crois, tout à fait bienvenues. Et si vous êtes comme moi, vous allez repartir dans vos foyers riches d'un supplément d'informations et de stimulation de la réflexion particulièrement remarquable. Vraiment, Marc, c'était une très bonne idée. Encore bravo, et bravo à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation matérielle de ce colloque. Merci. Je remercie donc tous les intervenants qui se sont succédés au cours de ces 3 demi-journées.
En dernier lieu, donc, Jean-Cyril Spinetta et Antoine Jameau, qui, à mon avis, ont fait tous les deux des propos conclusifs assez remarquables. Et puis, je remercie donc le personnel administratif qui m'a beaucoup aidé à organiser ce colloque, notamment Émilie Poinas. J'ai déjà remercié Pierre Héritier ce matin, je crois, donc je réitère ces remerciements. Et puis je remercie donc surtout tous ceux qui ont bien voulu consacrer, notamment ceux qui sont venus de l'extérieur de Saint-Étienne, qui ont bien voulu consacrer donc 3 demi-journées de leur temps à venir nous écouter parler de cette question de réformer le Code du travail. Pourquoi faire ? Bonne soirée à tous et puis bon week-end de l'Ascension. Bon, j'étais bien, voilà, je suis satisfait.